c'est parti. Ça y est, on est en live. Bonjour à tous. Bonjour. Hello tout le monde. Bonjour Lucie. Bonjour Romain. Salut. Vous allez Bonjour, bien? salut Céline. Ça Ça va et va? toi? Ouais, ça va, super. Ça va super aussi. Content de pouvoir faire ce live avec vous sur le copywriting. Donc aujourd'hui, ça va être les 7 meilleures techniques de copywriting pour transcender vos lecteurs. Et on a un invité de marque aujourd'hui. On a Romain. Donc Romain, Enchanté. je te laisse te présenter un peu. Tu peux nous dire un peu qui tu es. Ouais, ben écoute, de Marc, t'es bien tombé aujourd'hui parce que pour la petite histoire, je suis tombé en vélo, donc je suis marqué aujourd'hui. Ah, mince. Petite chute. Mince. J'ai eu de la chance dans mon histoire, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Et donc du coup, je suis copywriter depuis 2 ans, spécialisé en B2B. Je travaille pas mal en SaaS. Et donc, j'écris un petit peu de tout pour être honnête, que ce soit des séquences de prospection, des pages de vente, des landing pages, des sites web. Bon, vraiment, je suis un couteau suisse et j'étais avant journaliste. Donc, moi, j'ai fait la passerelle entre copywriting et journalisme. Et j'ai trouvé qu'il y a pas mal de choses qui se retrouvent entre les deux disciplines et vous allez le voir dans la présentation tout à l'heure. Bah, c'est top, c'est top. Romain, on a prévu Génial. beaucoup de conseils dans cette présentation. Donc 7 conseils Ouais. que Romain va vous donner. Et vraiment, on a hâte de vous les partager parce que on a regardé avec Lucie les conseils, ils sont vraiment top. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Trop contente. Vous allez les adorer. Ouais. D'ailleurs, les Euh, voici. Du coup, au niveau du programme, donc on va évidemment parler de copywriting. On va revoir un peu les bases de ce que c'est exactement, les différences entre les différents métiers qui existent autour de cette activité-là. On va voir aussi les conditions et les outils qu'il nous faut pour un bon copywriting. On verra enfin plein de tips, donc comme disait Céline, grâce à Romain, notamment au niveau des structures et aussi au niveau de tous les conseils que Romain peut nous apporter aujourd'hui. Et on va parler un peu d'IA aussi, parce que Romain, c'est une personne qui a entraîné Marc pour rédiger du contenu, et c'est grâce à lui aussi qu'on rédige du bon contenu aujourd'hui. Donc Alors, voilà, on va parler un peu de tout ça aussi. peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui regardent le webinaire et qui connaissent pas Marc Copy. Et Marc, concrètement, c'est un assistant de rédaction qui va aider sur le contenu, donc des articles de blog, des emails, mais aussi pour le copywriting, il peut donner pas mal d'idées. Et pour la petite histoire, donc Romain nous a aidé sur la template LinkedIn et sur les templates de copywriting. Donc on va vous parler de ça à la fin aussi. C'est ça. On a aussi vu quelques offres, que ce soit pour Marc ou pour l'activité de Romain. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez voir ce qu'on vous a préparé. Et au niveau aussi de la FAQ, nous on pense que vous pouvez évidemment poser vos questions tout au long du live et on y répondra à la fin. On fera une espèce de petite FAQ regroupée. Donc voilà, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra à la fin. Et on les voit. Bonjour à tous sur le chat. Ouais, Yes, bonjour. bonjour à tous. Marc, l'invité de Marc, j'adore. Trop bien. Et ben c'est parti. Hop. Alors, on va dans un premier temps ce qu'est le copywriting. Si tu avais une définition à donner, Romain, ce serait laquelle exactement? Moi, celle que je préfère, c'est la dernière, Salesmanship in Print. Donc, c'est une définition qui a été donnée par les copywriters américains à la base, qui en gros veut dire c'est l'art de vendre, l'art d'être un commercial à l'écrit. Si on fait une traduction en français, c'est vraiment ça. Ça se rapproche plus du boulot de commercial qui va essayer de comprendre et d'anticiper les besoins, les freins des clients pour pouvoir les adresser. Ok, donc vraiment l'idée de business development à l'écrit du coup. C'est Ouais, bien intéressant, j'avais jamais vu ce point de vue c'est ça en comme fait. ça. C'est au contraire des commerciaux où il faut des ressources humaines. Le copywriter, il permet de pallier ce besoin et de remplacer
de remplacer des commerciaux. En fait, à la base, pour la petite histoire, c'était utilisé aux États-Unis en très grande quantité. Avant Internet, donc ça a commencé dans les années, si je me souviens bien, 1920, peut-être même avant, à se développer. Et donc, il y avait beaucoup de magazines qui étaient envoyés par la poste et les gens, ils achetaient par correspondance, comme on disait avec le magazine des Trois Suisses, par exemple. Et du coup, les copywriters, là, ils devaient arriver à écrire quelque chose de vraiment très persuasif pour que les personnes, ils renvoient un bon. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la complexité, la difficulté à ce que les gens ils découpent, ils écrivent leur adresse, ils mettent un chèque, etc. Donc maintenant, je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais en tout cas, à ce moment-là, le job de copywriter, il était vraiment primordial. C'est pas un job nouveau, même si on en entend parler aujourd'hui. Eh bien. Et là, quand on a une landing page ou une page de vente, bon, il y a beaucoup moins de friction que découper un coupon et Carrément. c'est incroyable. Carrément. Ben, après, il faut que la landing page elle soit bien écrite et que la base, c'est qu'on a la navigation. Et c'est souvent, moi, je me suis baladé un petit peu partout. Et parfois, on a des liens, les mecs, ils ont payé pour apparaître, par exemple, sur Advisor. Ouais. Et on clique et on arrive sur la page d'accueil. Et là, niveau conversion, on ne pourra jamais tracer ça et ça, on va perdre beaucoup de personnes. Hyper intéressant. Je vais juste répondre tout de suite à une question par rapport au replay. Il sera évidemment disponible sur notre groupe Facebook, sur YouTube, et je vous le renverrai directement par email aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour le replay, il sera là. Trop intéressant, en tout cas de voir le copywriting de cette manière-là. Moi, quand j'ai connu le copywriting, je me suis demandé, en fait, tu vois, il y a plein de métiers autour du copywriting qui existent. Et du coup, j'ai voulu refaire un petit topo ici pour montrer, en fait, la différence entre un copywriter et un rédacteur web. Et en fait, c'est vrai que, pour le coup, le copywriting, il est beaucoup plus focalisé sur la conversion par rapport à ces textes. Tu me dis si je me trompe, Romain. J'ai tout vérifié, tout est bon. Ok. et le rédacteur web, du coup, qui va vraiment être focus SEO. Pour moi, c'est vraiment un rédacteur du coup qui va peut-être publier notamment les articles de blog, essayer d'optimiser tout le contenu pour les moteurs de recherche, les pages de vente également. Donc, je pense que c'est même un travail qui peut être assez complémentaire. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit topo sur la différence entre ces deux activités-là. Est-ce que du coup, tu fais aussi de la rédaction, Romain ? Moi, je fais un petit peu de rédaction, ouais. En fait, j'étais habitué à écrire des articles quand j'étais journaliste et en fait, j'avais un petit peu abandonné ça. Mais j'en ai refait là récemment et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire des articles. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais, il y a des copywriters qui sont spécialisés en SEO, qui sont copywriters SEO. Enfin, c'est des choses qui sont complémentaires. Moi, personnellement, c'est pas un truc que je maîtrise à 100%. Bon, on connaît les balises, les tags, etc. Mais c'est pas un truc qui me fait rêver. Ok. Et est-ce que tu penses du coup tu dis que les deux sont complémentaires, donc tu penses que pour un copywriter, avoir des connaissances en rédaction web et vice versa, ça peut être intéressant du coup? Carrément. Ça, non seulement ça, des connaissances en SEO, bien sûr, des connaissances en UI, en UX, parce que quand on travaille, je sais qu'il y a des copywriters qui écrivent leurs textes, ils envoient un Google Doc, etc. Et c'est bon. Moi, je travaille d'une manière à fournir une maquette parce que j'ai une idée sur la manière dont je veux articuler le texte visuellement aussi. Même si je ne vais pas choisir les images ni les couleurs parce que c'est pas ma spécialité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ponts entre tous ces métiers-là. UX, UX Writer, UI, voilà. Ouais, carrément, c'est ultra lié, c'est sûr. Ensuite, on va voir du coup pourquoi le copywriting est important. Je pense que s'il y a vraiment une chose sur laquelle il ne faut pas faire l'impasse, alors tout est évidemment important et il y a des détails à apporter à chaque fois dans chaque domaine. Mais pour moi, le copywriting, c'est vraiment ce qui peut faire convertir même si on n'a que ça, entre guillemets. Et du coup, dans un premier temps, le copywriting, il permet d'avoir une communication claire et efficace
dans la mesure où, en fait, le but, c'est un peu de défendre son idée avec le moins de mots possible, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et essayer d'être le plus clair et le plus persuasif possible en peu de mots et peu de phrases. Donc ça, c'est hyper important et c'est ce qui peut vraiment faire le lecteur aimer un contenu. Ouais, et après, le moins de mots possible, je suis d'accord, il faut aller au point. Il faut pas tergiverser, essayer de raconter n'importe quoi, enfin, des trucs enjolivés, enfin, je sais rien. Mais parfois, en fait, je dis ça parce que souvent, je me rends compte que sur des sites en SaaS, parce que je travaille pas mal avec ça, que les titres sont volontairement très courts, alors que on n'est pas forcément obligé de faire très court. Si il y a quelque chose à dire qui est important, qui va prendre plus de 7 mots, ben, c'est pas grave. Il faut tester de toute façon et voir si ça fonctionne ou pas. On a des tests et on voit les résultats. Et je pense aussi, moi de mon expérience en publicité sur Facebook Ads par exemple, il y avait beaucoup de gens qui disaient au début de faire des copies très courtes, donc pour garder l'attention et tout. Mais au final, même sur les publicités Facebook par exemple, les copies très longues, des fois convertissent beaucoup mieux que les copies courtes parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les problèmes du lecteur. On peut aller beaucoup plus en détail, je pense, beaucoup plus en profondeur. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon je vais faire une copie courte, alors que une landing page longue, par exemple, c'est aussi ça peut être beaucoup plus pertinent qu'une copie courte des fois. Mais c'est pour ça qu'il faut tester, quoi. Faut tester beaucoup. Faut tester. Mais il y a plusieurs choses en fait dans ce que tu dis, c'est que si tu fais quelque chose de long, si tu écris quelque chose de long, tu prends plus de risques. Tu as plus de chances de te planter et de perdre le lecteur à un moment donné. Donc il faut quand même avoir une qualité rédactionnelle qui soit bonne. Et puis il faut qu'il y ait un fil conducteur dans ce que tu dis à chaque fois. Il faut que tu puisses rebondir peut-être sur la partie d'avant ou qu'il y ait un lien en fait entre chaque partie. Oui, il faut avoir un lien entre les parties, un lien dans le tunnel de vente. C'est bien de faire des contenus longs aussi parce que ça prend le contre-pied de ce que les gens sont habitués à voir. Et l'idée dans une pub, c'est de se démarquer. Si tu fais comme tout le monde, tu ne te démarques plus finalement. Donc c'est ça aussi. Moi, j'ai vu des pubs. J'en ai pas fait beaucoup des pubs Facebook, mais j'en ai vu qui ressemblaient en fait à un dialogue. Et donc, ça ressemble pas du tout à une pub. Et la personne, en fait, elle se fait prendre, elle lit cette histoire et au final, elle clique. Ouais, j'en ai vu pas mal et moi je trouve que c'est vraiment les meilleurs parce que du coup tu plonges dans l'histoire, tu as envie de continuer, tu as envie d'aller à la prochaine étape, donc tu cliques et là tu as une autre landing. Carrément. Ah, Lucie, on t'entend pas. Ah, voilà. Désolée, il faut que je pense à remettre mon micro. J'ai cru que j'avais un problème. il fallait que ça arrive. Du coup, je disais, j'ai mis aussi en deuxième partie que le copywriting créait des liens. Et je pense que c'est plutôt important dans le sens où ça permet en fait vraiment d'établir des relations. Et le copywriting, c'est vraiment essayer de transmettre une émotion sans y mettre ni les gestes ni l'intonation. Et c'est ça en fait le challenge du copywriting pour moi, je pense. Oui, complètement. En fait, chaque personne a un dialogue intérieur dans sa tête et le but du copywriter, c'est de rejoindre ce dialogue où il en est et pour pouvoir le faire avancer. Donc, les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer ou les solutions qu'ils cherchent, ça dépend. C'est un truc, c'est une notion développée par Eugene Schwartz qui est l'awareness, le stage of awareness. Et donc, tu peux être problem aware, par exemple, où tu vas être conscient que tu as un problème, où tu vas être solution aware et tu vas être conscient qu'il y a des solutions qui existent. Tu peux être product aware, là, tu connais déjà les produits, donc tu es en train de voir un petit peu de jauger ce qu'il y a. Et la copie, j'imagine, varie beaucoup en fonction du stage. C'est pas tu parles pas à la même façon à quelqu'un qui connaît ta solution que quelqu'un qui la découvre. Exactement. Exactement. En fait, une landing page, théoriquement, elle est censée faire passer d'une étape à l'autre.
Et une page de vente, elle va être censée faire tout passer. Donc, plus la personne elle est loin, plus la page de vente elle va être longue. Mais on passe tous par ces étapes-là. Ouais. Forcément. Trop intéressant. La référence, c'est Eugène Schwartz. Schwartz, ça s'écrit S-C-H-W-A-R-T-Z. Je ne sais pas si je peux écrire. alors non, tu pourras pas, mais Ça tombe, je ne sais pas trop écrire. je vais essayer de le mettre sur le chat. Lucie, tu peux continuer. Et c'est dans un livre, pardon, ça s'appelle Breakthrough Advertising. Ah, d'accord, ok. Il est assez dur à choper, mais Il est... il est excellent. Alors je le mets, ouais, c'est Eugène Schwartz, comme ça, hein. Ouais, exactement. Ok, super. C'est vrai qu'après, si tu as des livres à conseiller pour le copywriting, on en veut bien. C'est vrai que Alors, j'en ai plein, j'en ai lu beaucoup, donc je pourrais faire ça. moi, ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler, de Breakthrough Advertising. Tout le monde m'a dit de le prendre, mais le truc, c'est que vous pouvez... Alors, c'est très très dur à trouver. Et je pense que si vous trouvez une copie, elle va vous coûter 500 €, mais par contre, apparemment, c'est un des meilleurs investissements pour la copie. Donc, Oh, waouh, vraiment à faire, quoi. C'est un livre qu'il faut qu'on prenne, hein. Il est excellent. génial, Ok, top. génial. Et du coup, pour le troisième point, j'avais écrit jouer sur les émotions. Et en fait, ça rattrape un peu ce qu'on disait. Mais c'est vraiment, pour moi, la capacité à impliquer le lecteur et vraiment transmettre des émotions pour devenir mémorable. Je pense que c'est ça aussi le challenge du copywriting, c'est de comment, avec les mots, tu peux rendre un produit ou un service mémorable et qu'on puisse se souvenir de toi assez facilement. Mais ça rejoint ce que je disais avant, hein, c'est ça. Ça. On joue sur les émotions parce que la personne a un problème, elle se sent comment? Elle se sent frustrée, elle se sent mal dans sa peau. Voilà, nous, on va trouver la solution, on va l'aider dans son cheminement psychologique. Alors ça, j'avais préparé une petite partie sur ça. Donc bien se munir avant de s'armer du copywriting. Et en fait, j'aimerais aussi vous parler un peu de notre expérience chez Marc. Lucie, tu peux juste passer à la slide d'après. Alors voilà, j'ai repris une image, donc voilà, c'est du duc du copywriting. Et en fait, ça reprend un peu ce que Lucie disait au début, donc la différence entre rédacteur web et copywriter. Et nous, avant de commencer à créer Marc Copy, on se disait, qui est-ce qu'on va aider? Est-ce qu'on va aider les rédacteurs web ou est-ce qu'on va aider les copywriters? Et pour la petite histoire, on pensait qu'un rédacteur était un copywriter. Et un copywriter, on pensait que c'était un rédacteur web. Et donc on a creusé, ça a vraiment pris du temps parce qu'on a discuté avec des copywriters et les copywriters ils nous disaient moi j'ai pas besoin de faire des articles de blog, et les rédacteurs ils nous disaient moi j'ai pas besoin de faire tel template de copywriting. Et en fait ce qu'on a réalisé c'est que déjà ces deux profils différents, donc c'était vraiment bien de discuter avec nos prospects pour découvrir en fait les deux différents profils, parce que si on n'avait pas discuté avec eux, on aurait pu vraiment creuser pendant très longtemps. Là, on l'a découvert assez rapidement. Et ensuite, chacun de ces deux profils ont des problèmes différents, ont des désirs différents. Et donc, c'est important avant de commencer, je pense, à faire du copywriting, de se dire qui est ma cible déjà, parce que nous, si on aide un rédacteur web, le produit va être très différent de si on aide un copywriter. Ça va pas être les mêmes templates, ça va pas être la même façon de communiquer. Donc voilà, dans un premier temps, connaître sa niche, nous, c'est quelque chose ça nous a fait perdre, je pense, un mois ou deux, mais c'est important de voir de connaître vraiment la différence et de bien connaître sa niche déjà. Ensuite, ouais, si tu peux passer Hyper clair. Ouais, je vais... Hop. Donc voilà, là c'est un peu ce que je disais sur trouver sa niche. Donc chaque persona a une douleur, donc un problème à résoudre, a un manque, donc c'est voilà, cette persona veut résoudre son problème, et a une destination, donc un objectif à atteindre.
Donc c'est la résolution de ce problème et ça faut que ça se reflète dans votre copie. Faut que et pour que ça se reflète dans votre copie, Romain en parlera dans les tips, mais faut vraiment connaître sa niche. Et donc voilà, nous c'est quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre. Déjà rien que la différence entre rédacteur web, copywriter. Et une fois qu'on avait compris cette différence-là, on s'est dit ok, maintenant quels sont les problèmes des rédacteurs web, quels sont les problèmes des copywriters. Et alors, c'est quoi la réponse? Le plus gros problème pour un rédacteur web, tu vois, c'est trouver le temps en fait de produire autant de contenus qui sont optimisés SEO. Donc s'il y a un vrai manque de temps, tu vois, et pour le copywriter, donc des fois tu dois démarrer d'une page blanche, t'as pas beaucoup de tu vois, imagine tu commences ton travail chaque matin avec un Word vide. Et là, tu dois dire, OK, maintenant, je vais devoir penser à ma cible, je vais devoir penser à mon persona, et je vais devoir rédiger une copie qui est adaptée à eux. Et c'est un vrai travail créatif, ça prend du temps. Carrément. Et nous, quand on a fait des templates pour le copywriting, par exemple, c'était vraiment dans un but de mettre quelques mots-clés et de pouvoir avoir une inspiration, un premier brouillon, tu vois, qui va pas être complet, qui va devoir être complété par le copywriter. Et après, le copywriter, il a une expertise justement de connaître sa niche, de connaître les problèmes, parce que l'IA peut pas connaître les problèmes, les douleurs, la projection du persona. Et c'est là où l'humain derrière va apporter son expertise. C'est ça, c'est top. Et la dernière slide, c'était c'est trouver son positionnement. Donc en fonction, avec la niche en tête, avec les problèmes que vous avez en tête, faut vous positionner. Et donc du coup, nous le truc le plus simple qu'on ait fait, c'est ces 2 barres, une horizontale, une verticale, avec 2 critères. Donc par exemple ici dans ce cas-là, c'est le prix et la qualité. Et vous différencier, ça aide vraiment, surtout quand vous êtes dans un marché compétitif. Faut trouver ce petit truc qui vous rend différent. Et ensuite, ça va se refléter, je pense, dans votre copie, ça va se refléter dans votre proposition de valeur et tout ça. Et il y a un petit exemple juste après. Bon, c'est un exemple que j'ai trouvé sur Google assez rapidement. Mais voilà, vous voyez, chaque marque de voiture a son positionnement, que ce soit en prix plus ou moins électrique. Donc, faut se positionner, faut prendre parti. Et ensuite, dans votre copie, ça va se refléter, parce que si vous parlez à une audience si votre produit est plus ou moins cher, votre copie va être différente. Donc, c'est important d'avoir tous ces éléments-là en tête, je pense, pour une bonne copie. Et ensuite, c'est la proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, c'est vous avez en tête tout ça, vous avez en tête le persona de votre niche, vous avez en tête leurs problèmes, et la projection, le futur qu'ils aimeraient. Et ensuite, vous pouvez créer une proposition de valeur, donc avec votre offre, avec les bénéfices que vous allez apporter. Et je pense... c'est hyper important, ça. Ouais, t'as quelque chose à dire dessus, tu penses? Ouais, la proposition de valeur unique, c'est quelque chose que moi je conseille de mettre sur la page d'accueil, comme vous l'avez fait, du site. Et le gros titre, c'est la proposition de valeur unique. C'est quelque chose qui est différenciant, qui regroupe à la fois les bénéfices du produit, ceux qui sont voulus par votre cible, et le profil du client. C'est vrai que sur une landing page, l'en-tête, c'est quand même un travail compliqué, hein. En quelques mots, tu dois véhiculer toutes ces idées, et en fait, on dirait pas, mais l'en-tête, c'est un des plus gros travaux qu'il y a à faire, parce qu'il faut connaître votre niche, il faut connaître, faut avoir parlé avec eux. Donc, mais c'est 80% du travail, c'est ça en fait. Ouais. Et ouais, en fait, faire sa landing page, c'est déjà faire tout ce travail de recherche, et vraiment, ça peut vous faire gagner tellement de temps, parce que vous allez discuter avec vos prospects, vous allez essayer de trouver l'en-tête. Donc, c'est hyper intéressant, tu vois. On se rend pas vraiment compte que le H1, l'en-tête, a autant de travail derrière. De valeur, ouais. Oui, c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est vrai que derrière, il y a vraiment un taf de recherche de qui est ma cible, qu'est-ce que je veux proposer, etc. Ouais. C'est hyper important.
Et puis en plus, si c'est la H1, c'est quelque chose qui est important pour le SEO. Et si ça répond vraiment aux besoins et aux recherches que va effectuer le prospect, ben, on va remonter dans les résultats. Hop. Merci Céline pour ces précisions. Yes. Alors, du coup, c'est un peu ce que tu disais aussi. En fait, l'idée, quand on connaît son client cible, c'est que du coup, on va pouvoir adapter sa communication pour lui et vraiment trouver les bons mots, les mots justes pour le titiller et faire en sorte qu'il retienne justement notre marque à travers la communication. Donc du coup, à partir de là, on a plusieurs questions à se poser. Quel type de communication on veut employer, quel ton, quelles sont les barrières de mon client idéal. Ça, je pense que c'est un bon moyen de justement après pouvoir créer sa copie et de se dire je pars en fait des freins de ma cible, de ces barrières mentales et j'essaie justement de les casser avec cette communication-là. Et l'idée, c'est que quand on a une cible, ce qui est intéressant, j'avais un petit exemple en tête, c'est que si par exemple on veut vendre une gourde, si notre produit c'est une gourde, on ne s'adresse pas de la même manière à un sportif qui a besoin d'une gourde pour s'hydrater ou à quelqu'un qui est très écolo, qui a besoin d'une gourde pour le bien de la planète par exemple. Et donc c'est là en fait tout l'enjeu d'adapter sa communication pour son client cible. Ensuite, j'ai mis, du coup, pour la copie, donc ça, tu en parleras mieux que moi après, Romain, mais du coup, pour introduire cette partie-là, en fait, ce qui est important de retenir, je crois, dans le copywriting, c'est qu'au lieu de montrer les caractéristiques de notre produit, donc au lieu de parler de soi, il faut vraiment parler de la personne en face et du client. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant les bénéfices plus que les caractéristiques du produit. Par exemple, pour un outil de marketing automation, on peut dire la caractéristique serait mon outil permet d'envoyer de créer des scénarios d'email automatiquement. Et le bénéfice serait générer plus de ventes avec moins d'efforts, par exemple. Et donc l'idée, c'est vraiment de directement parler à la personne. Et ça, je pense que c'est aussi compliqué à réaliser, mais en même temps nécessaire dans sa copie. Ouais, alors il y a un truc moi que je fais systématiquement, c'est que quand je travaille avec un client, je prends le produit et on détaille toutes les caractéristiques, on les transforme en bénéfices. Cela dit, petit bémol, il y a des cibles pour lesquelles il faut parler de caractéristiques. Si on travaille avec des personnes techniques, elles vont avoir envie d'avoir les caractéristiques. Tu peux pas vendre un ordinateur et dire il va vite et c'est bon. Elles ont envie de savoir il y a combien de gigas, combien de RAM. C'est important pour certaines cibles et donc c'est quand même quelque chose à mentionner. Enfin, ça dépend vraiment de la cible. En B2C, peut-être pas. En B2B, si tu t'adresses à des ingénieurs, il faudra le faire. Donc, il faut savoir s'adapter. Mais clairement. Ouais. Et pour reprendre cette cible des ingénieurs, il faut s'éloigner le plus possible du jargon marketing. Ils détestent ça. Ok. Mais du coup, il faut se demander à quel moment de sa copie ce genre d'information doit intervenir. Est-ce qu'on doit mettre ça est-ce que c'est vraiment la première information que les personnes doivent voir? Je pense que c'est ça aussi l'enjeu, de vraiment savoir à quel moment est-ce qu'il faut communiquer au bon moment. Non, ouais. Oui, voilà. Bien sûr, les caractéristiques, on ne va pas les mettre forcément au début, peut-être dans des cas particuliers, oui. Mais voilà, il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire, mais en général, quand même, on les réservera pour un peu plus tard, pour les plus assidus qui iront en bas de la page. Ah, mais je remets mon micro. On va passer maintenant aux différentes structures, notamment Aida. Je crois qu'on la connaît tous et on l'aime tous, cette structure de texte, on l'adore. Est-ce que, Romain, tu saurais nous dire pourquoi on l'aime tellement, Aida?
Disons elle est versatile, on peut l'utiliser partout, elle fonctionne à peu près tout le temps, et c'est ce que font les journaux quand on essaie de choper l'attention au début, et après susciter l'intérêt dans le chapeau, donc le premier paragraphe, et c'est ce qu'on voit sur LinkedIn systématiquement. Ouais. Elle peut être utilisée pour les publicités. Vraiment, s'il y a un choix à faire, et on va y revenir, on choisit pas, on dit pas ouais, je vais écrire un AIDA, c'est en fonction du contexte qu'on va choisir son framework. Mais ouais, elle est bien pratique. Ouais, et puis c'est comme tu disais, elle va vraiment pour toutes les structures, que ce soit une page de vente, un email, un post pour les réseaux. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières d'utiliser. Et du coup, tu nous as aussi dit qu'on a créé la présentation, que évidemment il n'existait pas, Kaida. Non, et c'est pas ma préférée d'ailleurs. Intéressante. Ah. C'est quoi ta préférée? Qui passe. C'est problème, agitation, solution. J'aime bien aller titiller les gens dans leurs problèmes, remuer le couteau un petit peu. Et pour les gens qui connaissent pas Pass, est-ce que tu peux donner une petite explication comment ça s'utilise, à quoi ça correspond? C'est d'abord, donc tu as le problème en premier, du coup. Voilà, il faut citer en gros le problème principal de la cible, l'agiter en donnant des exemples de comment est-ce qu'ils le rencontrent dans leur vie, si possible, avec des exemples véridiques que eux ils t'ont peut-être toujours, de toute façon il faut être concret. Et ensuite, la solution, c'est quoi? C'est nous, notre produit. Et quand tu fais une étude client, est-ce que tu vas utiliser ce framework, par exemple, pour dire, bon, il y a tel client qui a eu tel problème, et ensuite, voilà quel problème il a eu, et voici comment il a pu la résoudre avec telle solution, par exemple? Alors pour le problème, pour les cas clients que j'écris, moi j'utilise un truc qui s'appelle avant, pendant, après. C'est la meilleure manière pour moi de raconter une histoire, c'est de la prendre chronologiquement. C'est plus facile pour tout le monde à lire. On va pas faire des flashbacks, s'amuser à revenir à droite, en avant, en arrière. Non, ça c'est compliqué. Ça casse le fil de l'histoire. Donc, en gros, c'est avant, c'est les challenges qu'ils ont connus, comment ça s'est déroulé dans leur entreprise, en essayant toujours d'être le plus concret possible et le plus émotionnel aussi, même en B2B, oui. Ensuite, la solution, comment elle a été appliquée par l'entreprise. Toujours, d'ailleurs, en mettant le client en avant, parce que le héros de l'histoire, c'est pas l'entreprise, c'est le client. Et c'est tout le temps le cas dans tout le copywriting. Et ensuite, les résultats après. Et en général, on utilise après le résultat marquant comme le titre, qui va servir comme pour choper l'attention, quoi. Ok, donc le titre généralement c'est le résultat final, c'est comment tel gagner client. tant de pourcentage de marché grâce à telle solution. Ok, super. Donc c'est APA, hein, donc c'est avant, pendant, après, quoi. Voilà, ok, c'est hyper intéressant. Et le dernier, c'est PassOp. Après, je vous ai mis quelques exemples, mais j'ai pas mis d'exemple PassOp. Mais PassOp, c'est comme Pass. Donc, mais ça va être appliqué pour des séquences de vente, des séquences. Par exemple, si une personne elle va télécharger un livre blanc de Marc Copy, disons, on va lui dire voilà, tu vas pouvoir faire ça, mais à la fin, on va montrer un nouveau problème qui va apparaître. En fait, on a résolu ce problème, mais en fait, tu en as un autre. Et ça va servir à ce que la personne elle ouvre le prochain email. Et on fait ça jusqu'à ce que, à la fin, la solution, c'est Marc Copy. Trop intéressant. Comme c'est un résultat chiffré, pour répondre à Nicolas. Ouais. Je vais mettre le chat à côté, comme ça. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps, on va les voir sur l'écran. Et on a une petite session FAQ à la fin aussi, donc vous inquiétez pas, on va essayer de répondre à toutes les questions avec Romain. Ouais. Donc, oui, voilà. Donc là, c'est un exemple ITA sur le site Flatty. Je ne sais pas si vous voyez trop, mais
Mais en gros, ils ont vraiment utilisé le framework, on peut le voir, où ils suscitent l'intérêt. Ça ressemble un petit peu à une Facebook Ads pour le coup. Je trouvais que c'était assez marrant. Et où ils essaient de choper l'attention avec le titre, forcément, l'intérêt et le désir en détaillant un petit peu leur logiciel et le call to action qui est le formulaire à côté. D'accord, ok. Donc là, on a... C'est un exemple, c'est leur page d'accueil qui est comme ça. Ok, ouais, non, c'est super cool. Et donc le formulaire, là, ça représente l'action, quoi. Donc là, l'action, Ouais, c'est la réservation d'une démo, quoi. ouais. Après, Ok. est-ce que ça arrive trop tôt? Je sais pas. C'est la question parce que parfois, faut peut-être pas mettre un call to action de suite. Ouais. Parce que, en fait, quand on met un call to action vite, et c'est vrai que des fois, il y a des pages, elles ont des call to action partout. Et oui, on va avoir un meilleur taux de conversion, mais est-ce que la qualité va être au rendez-vous? Après, ça, c'est clairement le truc qu'on peut split test, par exemple. On peut faire un A/B test et se dire, bon, bah, est-ce qu'on le fait en 2 étapes? Est-ce qu'on le fait en 1 étape? Moi, quand je faisais des publicités Facebook, généralement, ce qu'on m'avait appris, c'est de toujours commencer par une étape et de voir, de voir la conversion et Mm. ensuite d'ajouter plusieurs étapes, donc d'en ajouter une autre. Et donc là, après, parce que plus on ajoute d'étapes, plus le tunnel de vente est compliqué. Il faut faire du Ouais, retargeting à certains endroits. ouais. Mais voilà, peut-être Intéressant. commencer simple avec une étape et ensuite, bon, et 2 étapes, ça complexifie un peu. Mhm. Mais je pense que c'est le genre de truc qui, un A/B test, c'est toujours bien à faire, quoi. Bah ouais, clairement. En plus, c'est super facile à mettre en place maintenant. Ouais, ouais, il y a tous les outils pour, c'est top. Mm. Donc, bon là, vous voyez pas grand-chose, je l'ai traduit en français, mais c'est un site qui s'appelle Basecamp. Et Ah, je vois. ils ont un copywriting est juste excellent. Ils testent plein de choses. Et ils ont une page qui s'appelle Before and After. Bon, moi je l'ai traduit avec Google Trad. Et donc ils ont vraiment utilisé le pass là pour le coup où ils décrivent le problème. En fait, ils disent il y a un problème. Ils expliquent brièvement avec, si vous voyez l'image, où c'est compliqué, on a plein d'outils, etc. Et qui vient agiter le problème? Ben, c'est les témoignages. Donc c'est super intelligent parce que c'est quelque chose on ne voit pas souvent. Et la solution, c'est eux et d'autres témoignages qui viennent en soutien. Et je trouvais que c'était super intéressant comme formule, donc je voulais la partager. Basecamp, ouais, allez-y faire un tour si vous voulez des inspirations. Eux, ils ont un copywriting vraiment différent, très brandé, j'ai envie de dire. Ouais. Et ils ont une seule offre, ils n'en ont pas trois comme on voit classiquement. Et on va voir que c'est bien d'avoir trois d'ailleurs. Mais c'est super intéressant. Leur site est très Et bien. le truc, c'est qu'ils sont dans une industrie hyper compétitive et là, enfin, je suis hyper d'accord sur ça, c'est que leur landing page, c'est une masterclass en copywriting Ouais, et là, on voit clairement sur cette landing page pourquoi Basecamp et pas tous les autres outils qu'il y a sur le marché. ouais. Donc vraiment, allez faire un tour sur cette landing page, prenez un peu d'inspiration, je pense que elle est vraiment géniale, quoi. Carrément. Petite question qui est, vous avez essayé AIDA pour créer un business plan, une partie du moins présentation de l'entreprise. Est-ce que Euh, tu peux te servir d'AIDA pour un business plan? Alors moi, je vais vous dire, j'ai jamais créé de business plan, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est pas vraiment pas mon. Enfin, ouais, non, c'est pas mon truc. Bah, je pense que pour la présentation tu vois, par exemple, quand il y a une présentation d'entreprise, un pitch deck ou quelque chose comme ça, généralement, les premières slides, ça va un peu, c'est toujours un peu, on veut toujours miser sur l'accroche en tout début. Et maintenant, enfin, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur YouTube, vous allez sur TikTok. Les premières secondes, c'est toujours comment est-ce qu'on va accrocher l'attention Ouais. de la personne, surtout dans un monde où il y a tellement de notifications partout. Même le Et CV, je pense, c'est pareil. carrément, le CV, la première, c'est, enfin voilà, faut être, faut être, faut dire qu'est-ce qu'on recherche et il faut essayer d'attirer l'attention. Des fois, il y a des descriptions. Donc, c'est vrai que même le CV, ça devient, ça devient du copywriting maintenant. Ouais. Mais Non, donc, mais je pense,
je pense que ce framework-là, AIDA, moi, c'est pour ça que je l'aime autant, c'est que ça nous fait rappeler que la première chose, la première étape, c'est comment est-ce qu'on va attirer l'attention. Même dans un mail, c'est pareil, parce que si on n'attire pas l'attention, tout le contenu du mail ne sert pas au final. Il ne va pas être lu. Complètement. Et d'ailleurs, j'avais une petite stat à propos de ça, c'est que sur les pages de site web, les gens en moyenne ils lisent 20%. Donc c'est pour ça que le copywriting vient là pour arriver à un moment donné, on va mettre des titres un petit peu partout pour arriver à choper l'attention, et quand on arrive à la choper, la personne va peut-être relire tout plus attentivement. C'est ça le but. Et c'est pour ça qu'on passe autant de temps à choisir bien le titre, l'accroche. Génial, merci beaucoup. Tu avais mis un dernier exemple. Ouais, là, alors pas du tout. c'était un exemple d'un cas client où, comme je disais, on raconte l'histoire avant, pendant, après, et c'est le framework que je prends. Ça, c'est un cas client que j'ai fait. Et donc, on raconte le challenge avec des témoignages pour bien venir soutenir ce qui a été écrit. La solution, elle est détaillée, comment est-ce que ça a été mis en place, qu'est-ce qui est différent à propos de la solution, et les résultats. Et pour moi, les cas clients, c'est super important, puisque ça vient permettre de closer. Enfin, encore une fois, c'est quelque chose d'assez versatile qu'on peut utiliser un petit peu partout dans le tunnel de vente, que ce soit pour closer, ou même dans des séquences de prospection avec des formats un petit peu plus courts. Celui-là, il est quand même assez court, ça peut fonctionner aussi. Mais pour moi, c'est pour ça que j'en fais, c'est que je trouve que c'est super bien. Et les cas clients, tu dirais que ça s'inclut où dans le tunnel de vente? Est-ce que c'est donc après que la personne justement, en fait, ce que je dis, c'est qu'on peut l'inclure partout. Tu peux l'utiliser en pub. Je sais que je me rappelle des exemples. Il y a pas mal d'entreprises qui le font. Hein, ils mettent des pubs. Regardez, on a travaillé avec Orange. Voici comment ça s'est passé. Ça peut être une vidéo ou juste télécharger la publicité. Ça peut être utilisé en retargeting si ça marche encore. Je sais que c'est un petit peu plus compliqué maintenant. Mais et après, dans les appels d'offres, sur le site, vraiment, c'est pour ça que j'aime autant, c'est que ça peut s'utiliser à tout moment. Après, il y a des formats différents, plus longs, plus courts, en fonction de ce qu'on veut faire. Mais c'est très intéressant comme format. Parce que je me disais, même au final, même en acquisition, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore la solution, ça peut être utilisé pour montrer comment... parce que je trouve que c'est très rassurant et on voit de la preuve sociale. Ouais, et vu que ça raconte une histoire, ça permet à la personne de s'identifier. C'est pas juste elle va lire une histoire, elle va se mettre à la place, si c'est bien raconté, elle va se mettre à la place, se projeter, se dire « c'est vrai, j'ai le même problème, c'est passé comme ça pourrait se passer comme ça pour moi ». Ok, donc tu essayes un maximum d'ajouter dans ces études clients du storytelling et de... À mort. Ouais. Ok, c'est cool. Trop bien. Alors, on va passer à la fameuse partie que tout le monde attend. Et oui. Aïe. Vas-y Romain, je te laisse en parler. Donc le premier point, c'est la règle de 3. Donc souvent, là j'ai pris 2 exemples où on voit le tableau de prix de Marc Copy et un autre où il y a 4 offres, et en fait tout de suite on est plus attiré par celui de Marc Copy parce que c'est plus simple, c'est mieux détaillé. Il y en a 3, il y en a un qui sort, alors que l'autre, il y en a 4, mais ils ont à peu près les mêmes prix, on ne comprend pas quelle est la différence. C'est assez compliqué. Et de manière générale, 3 choix, que ce soit 3 blocs, c'est un chiffre qui passe bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui passe bien. Si tu vas faire... si tu as des exemples pour quand tu écris un mail ou quand tu dis quelque chose, si tu cites 3 exemples, c'est mieux. Je ne saurais même pas dire exactement pourquoi, mais c'est quelque chose qui passe bien. Le chiffre 3, retenez-le, si vous pouvez l'utiliser un maximum, dans tout, c'est une bonne idée. Jamais 203 de toute façon. Voilà, exactement. C'est l'explication. C'est pour ça que ça a été inventé d'ailleurs. Ok, trop bien. Et
est-ce qu'il y a d'autres chiffres magiques de la sorte que tu utilises aussi, ou vraiment le 3, c'est Alors, j'ai lu quelque chose, mais c'est plus pour le SEO. J'avais lu que les articles avec des chiffres impairs fonctionnaient mieux. 3, 5, 7. Ah, intéressant. Si on fait 2, 4, 6, ça donne moins envie. C'est pour ça que j'ai dit que c'était 7 tips. Ok, d'accord. Tu nous fais une grosse révélation. Ah, mais il n'est pas copywriter pour rien. Ah, bah ouais. Je suis en train de me griller toutes mes astuces là. J'ai plus hors boulot. Oh, c'est génial. Merci Romain, c'est un d'apporter magicien, autant. on vous a pas dit. Ben, je fais ça avec ma fille. Ouais, c'est vrai, 3 idéal pour la mémoire en travail à court terme. Je crois que le cerveau il peut retenir jusqu'à 4 ou 5 chiffres. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, une étude qui a montré. Merci Denis, ou Denis, je ne sais pas comment on dit. Donc, le deuxième, c'est faut être concret, pas abstrait. J'ai testé sur un site où c'est la page d'accueil et dit c'est adressé à des gestionnaires immobiliers. Et le premier truc, c'est la gestion de vos incidents en plus zen. Et comme d'ailleurs vous l'avez fait sur votre site, il faut mettre concret, donner des chiffres, quelque chose de tangible, parce que le premier, j'imagine que la personne elle a voulu essayer de toucher tout le monde, mais en fait quand on essaie de toucher tout le monde, on touche personne finalement. Et donc vaut mieux dire un truc précis, quitte à mettre de côté une partie des lecteurs, mais à adresser plus précisément 20%. Et c'est ce qu'on fait, en fait, c'est un travail, les journalistes font ça absolument, au moins on me le répétait à longueur de journée. C'est quoi les chiffres? C'est quelque chose d'important pour... Si tu donnes des chiffres, ben, tu es crédible. Si tu es crédible, on peut te faire confiance. Et on peut acheter, in fine. Et tu penses quoi des pourcentages, même ressentis? C'est aussi, ça te paraît aussi concret, par exemple 20% ou 25%, voici comment X a augmenté de 20% par exemple? Ouais, alors, moi j'aime pas trop les chiffres ronds. Je trouve que on perd de la crédibilité. Autre chose, si tu dis, comme le fait Basecamp d'ailleurs, et ils disent la semaine dernière, 5282 entreprises se Ok. sont inscrites. On ne va pas dire on a plus de 5000 clients. Ouais, d'accord. On a un chiffre précis. Ah, vous avez un chiffre précis, donc c'est pas des conneries en fait. Je te crois. Les pourcentages, pareil, moi je dis. C'est plus crédible, quoi. Ça paraît vrai. Ouais, exactement. Et c'est ce qu'on veut, en fait. C'est ce qu'on veut, qu'on n'a pas envie. Ah, tu me fais du marketing, mais je te crois pas. Voilà. Hyper intéressant. En fait, c'est vraiment, ça se joue à des détails, mais qui sont tellement importants au final, psychologiquement, quoi. Ouais, t'as vite fait de. De toute façon, c'est ça un petit peu. C'est tu as un ami, un jour, il te fait, je sais pas, il te ment ou quelque chose, et ben tu vas perdre. C'est plus facile de perdre la confiance que de la gagner, et c'est exactement pareil à l'écrit. Donc là, c'est la question du nous, et donc il faut se concentrer sur le vous. Je pense que c'est quelque chose qui a été assez. Je suis en train de lire une question en même temps, juste sur la question, c'est pour ça que je t'ai. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu moins facile de retenir un chiffre je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Peut-être, après, on arrondira dans sa tête, peut-être après. Mais ouais. Ça me fait penser, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est par rapport au pricing. Il y avait une étude qui avait montré que si tu mets 99,99, c'est considéré comme mieux que si tu mets un chiffre rond. Donc après, peut-être on va arrondir, c'est pas sûr d'ailleurs, mais encore une fois, c'est un chiffre bizarre, pas normal quelque part, et donc peut-être ça fait une interruption de pattern interrupt, Ouais. et donc on retient plus. Ouais, c'est vrai que et d'ailleurs, il y a beaucoup de j'ai vu beaucoup de formations, en ligne qui finissent toujours par le chiffre 7, donc c'est 97, 997, 597. Mm.
Mais c'est Ouais, vrai que des fois, c'est vrai que maintenant, en fait, peut-être mettre, c'est quelque chose qui est à tester parce que peut-être que mettre des chiffres ronds, c'est quelque chose qui, ça pop, quoi. C'est quelque chose de fort aussi. ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas d'étude qui dit. Enfin, sur le pricing, ça dépend de ta niche, ça dépend de C'est plein de ça. choses. Et peut-être, Ouais. si tu es en niche écolo, ben, peut-être que les gens ils te prendront plus au sérieux si tu mets un chiffre rond, ils vont dire ah, excusez-moi de ma gueule. Je sais pas, à tester encore une fois. Et le 7, je pense que c'est une mode qui vient des États-Unis. Ouais, Parce, ouais, carrément. Je l'ai vu parce partout. que je l'ai vu là-bas, après j'ai vu arriver en France, j'ai fait ah, ok, d'accord. Mais y a rien qui dit que le 7 c'est mieux que le 9. Ah ouais, Les ouais, gens, carrément. ah non, C'était la grosse tendance, ouais, le 7. ouais, c'est ça, les modes. Euh, donc le nom, le, le nom et le jeu, Ça, c'est vrai. c'est voilà, c'est en gros la personne qui te lit, elle s'en fiche de toi, elle a envie, on a envie de progresser dans notre vie émotionnellement, personnellement, professionnellement, d'avoir le beau rôle, c'est comme ça. On est profondément égoïste et donc, c'est pour ça qu'on s'adresse aux personnes avec le vous ou avec le tu, ça dépend de ta cible, ça dépend de ton ton d'ailleurs. Et nous, on est là, on se place comme un guide qui va aider la personne. Marcopy est un guide pour aider les copywriters et les rédacteurs web à être, à avoir de meilleurs revenus, à être ceux qui gagnent le plus d'argent dans leur cercle d'amis, j'en sais rien. C'est autre chose, c'est la Big ID. J'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un truc assez intéressant, la Big ID. Et je dis donc du coup que c'est moins vrai sur LinkedIn parce que les gens racontent leur vie et mais encore une fois, si on lit la vie de quelqu'un, c'est qu'on a envie de s'identifier et c'est pour ça que et c'est encore ça, on revient à nous. Moi, je lisais hier une histoire d'une femme qui parlait de ses enfants et tout. Moi, j'ai des enfants, ben voilà, j'ai fait le pont, c'est tout con. Donc, mais le vous marche mieux en général. Hyper intéressant. Pareil, en fait, ça dépend à chaque fois de ce que tu as envie de dire, de la manière dont tu le dis. Mais ouais, il y a c'est toujours en tout cas, ça parle mieux aux autres forcément si ça va dans leur sens et si on parle d'eux à la base. Ah ben, si on veut leur vendre quelque chose, faut pas les prendre frontalement. Et c'est un truc souvent qui est utilisé en copywriting, c'est non, c'est pas vous qui avez un problème, c'est la société. Mais je vous comprends et je vais vous aider. La société, c'est de la merde, mais on va changer. Mais en fait, en vrai, qu'on se le dise, les problèmes, c'est personnel, c'est les personnes qui les ont. Mm, mm. D'ailleurs, c'est pas mal de se remettre en question de temps en temps aussi. Même en prospection, tu vois, les messages qu'on reçoit sur LinkedIn, c'est très souvent et voici ce que j'ai à apporter au lieu de peut-être de plus parler de la personne et des problèmes qu'elle pourrait rencontrer. Enfin, franchement, depuis, je pense, ça fait 1 an, j'ai jamais reçu un message de prospection qui dit, qui s'identifie. Après, ça prend plus de travail, hein, parce que ça demande beaucoup de recherche aussi, donc C'est parce que je t'ai pas démarché, ça encore, c'est pour ça. ouais, c'est ça. Mais ouais, la prospection, Non, c'est c'est vraiment un faire. exercice très très particulier pour le coup. Moi, je m'y suis mis il y a quelques temps et il faut parler à la personne, voir si elle a un problème, être très court et lui citer rapidement un avantage, un bénéfice, comme on disait tout à l'heure, qu'elle pourrait Carrément. avoir grâce à nous. Et hop, mais en laissant beaucoup de place à la curiosité pour que la personne elle fasse la démarche de répondre. Ouais, carrément. C'est un exercice pas facile, mais c'est vrai que susciter l'intérêt, ça peut, Aïda, hein. Je dis ça, je Voilà, dis rien. voilà. Soit dit en passant, c'est ça. Ok. Alors, ne respectez pas le français. Je vous ai mis là encore une fois, euh, parce que, parce que pour le coup, dans votre titre qui est très bien fait, vous auriez pu mettre 3 en lettres et vous avez fait le choix de le mettre en chiffres et même de mettre un X qui est un code américain. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça?
Alors, le 3 fois plus vite parce que en fait, le 3, c'était ROIS, ça, t'arrivais pas à le distinguer du rédigé du contenu. Et je trouvais que c'était quand même assez difficile à lire, tu vois. Et Alors ouais. après, c'est quelque chose à tester, mais le 3X, c'est Et c'est quelque très chose bien qu'on. fait. C'est Ouais, C'est beaucoup très plus bien. Mais c'est impactant. ça, c'est ce que je disais, c'est beaucoup plus. Les gens, ils le voient direct. Les chiffres, en fait, sont. Mais c'est ce que disait un de vos invités la dernière fois, qu'on voit plus vite les chiffres. Et donc, le premier truc qu'on voit, on voit 3 fois. ouais. Et là, après, on lit, on dit ah ouais, c'est bien quand même. Là, je Voilà. suis en train de penser aussi aux chiffres pairs, tu vois. Si on avait mis 4 fois, ça aurait pas eu autant d'impact que 3 fois. Alors après, c'est aussi bon, Ça aurait été mensonger après. c'est ça. Mais bon, c'est aussi basé sur de la vraie donnée. On a fait pas mal de tests sur la création d'un article de blog en fait. Et Ouais, généralement, on gagne un tiers du temps avec un assistant de rédaction parce que on part pas d'une page blanche. Les idées, on gagne du temps sur les idées et tout, tu vois. ouais. Donc voilà. Mais ok, je pensais que tu disais que la landing, enfin, tu sais qu'on aurait dû utiliser le Non, TROIS. non, Ok, non, je vois. non, Bon bah c'est cool. au contraire, c'était un bon exemple. Ok, bon bah c'est top, sympa. Pfiou. Il est en train Et il y de a, me juger directement en moi, live. d'ailleurs, en fait, j'ai plusieurs choses. Si respectez pas le français, c'est les chiffres, certes, mais ça peut être de mettre, au lieu de mettre des virgules entre deux phrases, mettre des parenthèses, mettre un mot en gras, comme c'est fait, en couleur, mettre une majuscule, des guillemets, au lieu d'écrire ET, tu l'écris avec le signe là, américain, je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs, mettre des hashtags, sauter des lignes. En gros, toutes les choses qui. Parce que le but, encore une fois, c'est d'arriver à choper l'attention. Et donc si on met des. On casse les codes du français, et Dieu sait que j'aime le français, mais ça permet de choper l'attention et donc après que la personne dise la coupe. Hyper clair. Merci beaucoup. Les péchés capitaux. Alors ça, on veut savoir ce que c'est. Ouais. Ouais, ça c'est un truc, je suis pas très fier, mais c'est quelque chose sur lequel on peut jouer parce que, bon, comme on l'a dit, le copywriting, c'est jouer sur les émotions. Et quelles émotions sont plus fortes que les 7 péchés capitaux? En fait, c'est des trucs, en plus, on est dans un pays où il y a beaucoup de tabous, mais on peut y jouer dessus. Luxure, paresse, essayez en fait de vous amuser moi j'aime bien m'amuser sur la gourmandise, peut-être parce que je suis gourmand, tu vois, mais dire vous allez vous gaver de bide, j'en sais rien. Utiliser du vocabulaire du vocabulaire qui se rapproche des péchés capitaux pour arriver à toucher une corde sensible à un moment donné. Et si vous connaissez bien votre cible, ben, vous saurez un petit peu qu'est-ce qui le fait tilter. Et la paresse, il était très souvent utilisé. Voilà, vous avez gagné 18 ans. Et ça fait réagir, quoi. Ouais, ça fait réagir complètement. C'est vraiment des cordes sensibles. Et enfin, tous les conseils que je vous ai donnés, c'est très généraliste que vous pourrez utiliser un petit peu partout. C'était fait exprès. Là, c'est Mais vraiment génial. il y a tellement de choses à dire après sur les biais cognitifs, les pieds dans la porte. Moi, je pense que vous pouvez lire. Il y a des livres. J'y reviendrai après. Je vais vous donner des livres si ça vous intéresse sur les biais cognitifs également. Puis si tu as vraiment d'autres choses à nous dire, tu reviens, on fait un épisode 2. Hein. Si on demandera Sur les au biais chat, cognitifs. Épisode 2. si le chat Le retour. est OK, on fait un épisode 2, ouais. Trop Oui, bien. Denis, oui, les journalistes, ils aiment pas, ils respectent beaucoup le français, ils aiment pas les parenthèses, c'est un microcosme où, voilà, c'est particulier le journalisme, ils aiment pas, mais eux, ils se soucient pas de vendre, ils se soucient de dire la vérité, ce qui est important aussi. Arborer fièrement un style.
Donc ça me semblait important parce que en fait, je vois souvent des copies qui sont pas fades, qui se ressemblent un petit peu, surtout souvent en SaaS d'ailleurs. Il y a pas mal de concurrence et on sait très bien que c'est un secteur où la croissance elle est énorme. Et donc souvent, si on va d'un site à l'autre, on lit les textes, c'est les mêmes. C'est très ressemblant. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour arriver à véhiculer une personnalité. Souvent, ça va être la personnalité du CEO. Il faut arriver à la cerner. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ça peut être quelqu'un d'autoritaire. Ça peut être quelque chose de plus friendly, amical, fun. Il y a plein de possibilités que moi j'aimerais bien apprendre à formaliser, à créer des guides de brand, de voice, je ne sais plus comment on appelle ça en anglais, bon, mais en gros des guides avec on utilise tel type de vocabulaire, nos phrases elles font telle longueur en général, on utilise des émoticônes, cela ok, cela non. C'est hyper intéressant. Sur Ouais. la tonalité de la marque, quoi. Exactement, parce que ça peut être intéressant si tu emploies des mecs qui font du content pour arriver à garder quelque chose de cohérent entre les divers articles. Et Voilà. du coup, tu penses que tu as un vocabulaire, un dictionnaire de Ouais, mots et de... Ouais, carrément. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans et je pense que là, nous, c'est vraiment pas encore le sujet. Enfin, c'est pas le sujet encore en France, mais je pense que ça peut le devenir. Je sais qu'aux États-Unis, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc voilà, moi j'avais fait une petite test, je me suis amusé, devenez le Tarantino du boulot, tu vois, parce que c'est créé, je me suis amusé à créer votre prochaine vidéo en 20 minutes. Bon, déjà pour donner des chiffres, peut-être j'aurais pu mettre 17 minutes, mais voilà, arriver à véhiculer un petit truc un petit peu fun, donc devenez le Tarantino du boulot sans compétences, on reste toujours à expliquer que il n'y a pas de ces contraintes, ça c'est des objections qu'on veut déjouer de suite. Et au lieu de mettre Pitchy est la première solution tout en écrit, on met Pitchy la solution numéro 1 de montage. Et ce qui est aussi important à faire, là il y a le call to action. Le call to action, c'est bien qu'il reflète le titre. Donc créer ma première vidéo. Voilà, ça reflète le titre. Ça se répond en fait. C'est quelque chose qui est important. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Super. Génial. On passe à la... non, j'avais pas tout. Il y a le storytelling. Storytelling, donc du coup, général, éviter les adverbes, parce que les adverbes, c'est un petit peu quand on a peur de ne pas être compris, donc on va rajouter des adverbes. Les meilleures descriptions, moi, je pense que, en fait, c'est un truc que j'ai lu avec un livre de On-Writing de Stephen King, qui est super intéressant. Et donc, lui, il explique que au lieu de donner des qualificatifs visuels, ce qui se fait assez couramment, je peux vous raconter aujourd'hui, j'ai pris le vélo, j'étais dans la descente et j'ai glissé, mon vélo est tombé. Et je me suis écorché, etc. Je peux vous dire aussi, j'étais dans la descente, je suis tombé, il y avait des morceaux de chair fumant sur ce qui n'était pas vrai, mais voilà, on va arriver à avoir des textures, quelque chose où on est dans un bar, on va dire qu'on marchait, il y avait les pieds qui collaient le sol avec la bière qui avait séché, et là il y a quelque chose qui se passe, tu vois, on s'imagine, ouais, ça m'est arrivé en plus, ça colle, c'est pas super, tu vois. Et donc, c'est intéressant les textures à utiliser. Utiliser les autres sens, en fait. Éviter les clichés. Donc, ouais, c'est pas comme un beau diable. On peut utiliser. J'allume une cigarette qui avait le goût d'un mouchoir de plombier. C'est intéressant, ça. Soyez simple. Verbe, sujet, complément. S'il y a 2 verbes d'action dans la phrase, vous coupez la phrase en 2. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en journalisme, parce que moi, j'étais dans la radio. Et donc, si je faisais des phrases trop longues, j'arrivais pas à les finir.
Et donc, c'est embêtant. Et donc, tu coupes ta phrase en deux. Et ça, les mots de feignant, faire, dire, avoir, être, vous pouvez toujours les remplacer par quelque chose de plus précis. Toujours. Des synonymes de faire, il y en a, mais je ne sais pas combien. Pareil pour dire, il y a toujours quelque chose de plus précis qu'on peut utiliser qui sera plus juste et donc qui nous fera paraître plus crédible. Génial. Hyper intéressant. Merci beaucoup en tout cas, Romain, pour tous ces tips. Je pense que ça... Carrément. Et c'est vraiment vraiment top de valeur. voir ton expertise, le côté journalisme, de voir comment ça peut aider aussi parce qu'il y a beaucoup de conseils, je pense, qui sont hyper intéressants, et même de voir la différence entre les deux. Mais je pense que c'est important. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que le journalisme, ça apporte une certaine rigueur. Et là, quand je fais du copywriting, pour moi, il faut beaucoup de rigueur. Il faut aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce que c'est le produit, comment est-ce qu'il fonctionne, le tester s'il faut. Je suis allé jusqu'à me faire masser pour comprendre comment bien pour tester. Pauvre de moi. Et après, aller en profondeur pour rechercher ce qui se passe dans la tête du prospect. Et ça, c'est vrai que le journalisme, ça m'a beaucoup aidé. Oui, ça t'a forcé, entre guillemets, même tu disais à la radio tout à l'heure, de vraiment faire des phrases courtes, etc., d'aller à l'essentiel, en fait. Il n'y a pas le temps, de toute façon. Il n'y a pas le temps, il faut que la personne le comprenne, donc il n'y a pas le temps, il faut aller vite. Et il faut être précis. Génial. On va arriver au dernier point. Ouais. Et là, du coup, je vous laisse discuter de IA et de machine learning. Bon, je pense qu'on va le faire assez rapidement parce que le temps presse un peu. Ouais. J'avais pas vu que c'était si tard. Ça passe, c'est passé hyper vite. Mais en gros, comme je l'avais dit au début du webinar, c'est Romain qui a entraîné la template LinkedIn et la template AIDA. Et comment il a fait, en gros, il nous a donné des exemples. En fait, c'était une mission de copywriting, en fait. Donc, il fallait donner plein d'exemples pour faire comprendre à notre modèle, donc à Marc, quelle est la structure de AIDA. Qu'est-ce que AIDA? Parce que l'IA ne sait pas, en fait, ce qu'est AIDA. Elle a jamais entendu parler de framework, et même si on lui dit, elle va pas comprendre. Et donc, du coup, pour faire comprendre à l'IA ce qu'est AIDA, il faut lui donner beaucoup d'exemples différents aussi, pour que ensuite, quand on lui donne de nouveaux exemples, elle puisse sortir quelque chose d'original. Et donc, c'est ce travail qu'on a fait avec Romain pour vraiment pouvoir aider les copywriters, mais pas que aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'inspiration en copywriting à pas démarrer d'une page blanche, quoi. Carrément. Et pour le coup, tu vois, j'ai pas pris. Enfin, c'est pas moi qui ai écrit. En fait, j'ai écrit les posts, je les ai réécrits. J'ai sélectionné des posts qui me semblaient bien, pertinents, intéressants, et je les ai pris de divers horizons pour arriver à fournir un matériel différent pour qu'ils puissent produire quelque chose d'intéressant. Ça, c'était important. C'est hyper intéressant. C'est vrai que AIDA, nous, c'est une template qu'on adore et du coup qui est hyper précise et vraiment on voit qu'il y a un super déroulement, en tout cas des différentes actions. C'est vrai, Et ce qui est génial, c'est que ça va donner beaucoup d'idées, parce que quand on fait une génération sur Marcopy sur la template AIDA, ça va donner plein d'idées d'accroches différentes, plein d'idées de call to action différents. Et moi, je trouve que c'est là où ça aide vraiment, c'est sur la génération d'idées, où vous allez vous dire, bon, bah, cette idée, elle était pas mal, celle-là, elle est bien, celle-là pour l'action, c'est bien, pour l'intérêt ici, c'est cool. Et ensuite, vous partez d'une base, quoi, pour votre copywriting. Bien sûr, il y a de la recherche derrière, il y a du travail, il y a des éditions à faire, mais au moins, vous partez pas de zéro, quoi. Mais en fait, moi, je faisais le parallèle, c'est que un copywriter, il utilise un swipe file. On appelle, c'est des exemples de trucs qu'on a retenus et qui sont bien, qui peuvent servir pour le travail qu'on est en train de faire. Et là, en fait, Marc Copy,
vient remplacer Swipefy parce qu'il a déjà intégré et il arrive à extraire le meilleur des meilleurs exemples. Donc c'est un raccourci excellent. C'est bien, c'est une très bonne analogie. Ouais, c'est exactement ça. Marcopy, c'est votre swipe file. Trop bien. Ça peut être pas mal ça pour adresser les copywriters pour le coup. Carrément. Ouais, voilà. Je prends note. Ouais, c'est ça. Note, vas-y Céline, note. Génial. Et merci beaucoup, Romain, de nous avoir donné autant de précisions. Ouais, On a des cadeaux. On a des petits cadeaux. Marc a plein de cadeaux. Dans un premier temps, nous, on aimerait offrir, on est dans le chiffre 20 aujourd'hui, on aimerait offrir 20% de réduction aux 20 premières personnes qui s'inscrivent suite à ce webinaire avec le code Romain20. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et à entrer ce code dès que vous pouvez, parce que du coup, il n'y a pas énormément de place ouverte. Mais voilà. Alors pour suivre les conseils de Romain, je mets même 21. Donc il y en a 21. Comme ça, voilà, on est sur un chiffre impair. Donc il y aura 21 codes. Mais c'est toujours le code, c'est toujours Romain20 ou Romain21, comme vous voulez. C'est au choix. C'est bon ça. Du coup, on fait 20% ou 21% de réduction? Ça commence à être compliqué. J'adore l'idée. Non, c'est trop cool. Et Romain, je te laisse expliquer, tu as une offre aussi. Ouais, bah, du coup, pour l'occasion, en fait, comme je l'ai présenté, je fais des cas clients, entre autres, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et normalement, avec mes clients, je fais un discount de loyauté. En gros, s'ils prennent 5 cas clients dans l'année, ben, ils ont 20%. Mais là, exceptionnellement, si vous en prenez un, je vous fais 20%. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter moi sur LinkedIn ou directement par mail romain@romainsost.com. J'aurais dû l'ajouter dans la slide, mais oui, sinon sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous ajouter. Trop cool, merci beaucoup en tout cas pour ton offre et pour toute la valeur que tu as apportée aujourd'hui. Avec plaisir, c'était super intéressant et c'était un grand plaisir. Trop cool. Et le replay sera disponible aussi. Ouais, carrément, sur le groupe Facebook, sur YouTube, par email. Et voilà, si jamais vous avez des questions après le live, que ce soit à Romain, à Céline ou à moi-même, on est hyper dispo, que ce soit sur LinkedIn, par email. Donc vraiment, n'hésitez pas. On vous répondra rapidement. Et n'hésitez pas à tester Marc pendant 7 jours. Il y a 7 jours d'essai gratuit. Donc si vous voulez vous faire une petite idée avant pour tester l'outil, voir un peu les différentes templates, AIDA, l'article de blog, voilà, vous avez 7 jours d'essai gratuit sur la plateforme. Merci à tous en tout cas d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, de nous écouter. On espère que ça vous a plu. Vous nous direz si vous voulez qu'on fasse un second round. Et, épisode 2. Un épisode 2, ouais. Et puis on se dit à bientôt. Merci encore Romain. Merci Romain. Merci à tous. Top. Merci beaucoup. Avec plaisir, ciao. Et merci à toi Céline aussi. Alors je mets juste le lien du site de Romain aussi. C'est essayé, mais en fait c'est vrai que ça marche pas. Moi j'ai un chat privé, c'est tout. Je le mets ici, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn. Si vous voulez aller voir ce que fait Romain, il y a aussi son site, donc romainsost.com. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, ajoutez-nous sur LinkedIn et voilà. Merci à tous d'avoir suivi le live. Allez, merci à vous, à bientôt. Ciao. Salut.